Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 974, enfin une vidéo qui laissera place à une review un peu plus avancée dans le week-end. Mais avant de réellement commencer, je voulais également faire un petit hommage à l'équipe de Scantrad qui a perdu un de leurs proches, un Nakama. À vrai dire, j'ai pas réellement les mots pour tout ça parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais perdu une personne proche. Je ne saurais pas quoi dire, ni me mettre à la place de quiconque, mais j'imagine que ça doit être une douleur vraiment immense et c'est pour ça que je vous souhaite toutes mes condoléances à toute l'équipe de Scantrad et à n'importe qui peut perdre un proche. Et ce message m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'en tant que fan de One Piece, on rigole souvent et très injustement de la mort, comme quoi on peut éventuellement mourir avant de voir la fin de One Piece, c'est ce qu'on ne voudrait pas, on le dit tout souvent sur un ton ironique. Quand tu sais que ça arrive réellement, quand tu prends en compte que des fans, des passionnés de cette œuvre autant que nous n'auront pas la chance de la voir se terminer, ça te fait prendre un peu de conscience sur l'humour qu'on peut avoir sur ce sujet, donc j'avoue que ça glace le sang. Donc voilà, je suis pas très doué pour tous ces discours, pour tout ça, je voulais juste faire une petite parenthèse avant la vidéo pour rendre ce petit hommage à Dylan et voilà, je te souhaite de reposer en paix bro. Donc voilà, dans tous les cas, on peut remercier Scantrad de leur efficacité et on peut commencer cette petite review du coup. Voilà, ce chapitre a été vraiment incroyable, donc on a de quoi dire. On commence avec un plan sur Denjiro et Iori qui donc mettent un espèce de plan en place au cas où une découverte viendrait à être faite au sujet de justement Iori qui serait Komurasaki, etc. On comprend qu'Iori a donc dissimulé du faux sang dans son kimono pour justement feindre la mort avec Kyoichiro, donc Denjiro du moins. Donc ça explique pourquoi elle n'avait aucune blessure. Kyoichiro ne l'a pas touché à ce moment-là. Mais une chose d'autant plus intéressante, c'est que tout l'argent qu'avait récolté Iori, qu'elle avait volé à tous les citoyens de Wano, à tous ceux qu'elle avait escroqués, se retrouve finalement à être distribué par Yoshimitsu, qui était donc Denjiro. Maintenant, on a un panel sur Kaido et Orochi. Ça y est, le traître est clairement annoncé. On a l'identité du traître dans ce chapitre. Là, au début, on nous explique simplement qu'Orochi a des infos. Il a des infos sûres sur comment et pourquoi les samouraïs ont bien traversé 20 ans. Et à quel point, en fait, ça explique pourquoi il était si sûr de lui quand, justement, il parlait au début de son introduction sur Wano Kuni, comme quoi il disait que, bah non, c'était bien le cas. Il allait avoir les fourreaux qui allaient arriver avec Kinemon à leur tête. C'était vraiment une scène qui avait fait rire ses sbires parce qu'ils n'étaient pas au courant, mais lui, vu qu'il avait toutes les infos à propos du traître et tout, et ben du coup, il était bien persuadé de ça, à juste titre. Kaido, lui, cependant, a une question. Il veut apparemment questionner les Kozuki qui ont effectué ce saut temporel de 20 ans. Pourquoi? On ne sait pas, mais ça reste intéressant. Il y a peut-être un aspect du saut temporel qui l'a intéressé, peut-être que lui-même il aimerait faire ce saut temporel, ou justement peut-être retrouver ce fameux fruit, ce fameux pouvoir que Toki avait. En tout cas, Kaido demande clairement à Orochi d'épargner les survivants. Donc on peut être sûr déjà que Kinemon, même s'il y a une occasion de le voir mourir, il ne mourra pas parce que tout simplement Kaido veut lui poser des questions, à lui ainsi qu'à Momonosuke et tout le reste. Et là nous avons plus d'infos sur le traître. C'est un personnage comédien qui a vu sa famille se faire littéralement détruire sur scène, tout simplement parce que lui-même appartenait à la mauvaise famille. Il a perdu toute émotion, il a perdu toute saveur, il a perdu toute substance, comme le dit Orochi, il a tout perdu de ses émotions, de ce qui fait de lui un humain. C'est pourquoi il a réussi à trahir finalement tous ses nakamas. C'est la seule façon qui peut justifier un tel acte de sa part. Ce personnage, on le remarque avec un aspect difforme, très intéressant d'ailleurs, sachant qui sait plus loin, on se demande pourquoi il avait un aspect si différent de ce qui est la réalité, de pourquoi l'avoir teasé comme ça, il ressemble presque à un axolot, c'est très très intriguant, et surtout on voit son premier fruit du démon. Le fruit du démon qui, de ses motifs, on peut commencer un peu à douter de qui il s'agit. De toute façon, des fruits du démon, parmi les fourreaux rouges, il n'y en a pas beaucoup qui en possèdent. En tout cas, ce type a passé une vie entière dédiée à la trahison. Il est incroyable et ça on y revient juste après. Là on revient dans le présent, c'est-à-dire que le flashback est clairement terminé, on revient dans le présent et donc il y a un récapitulatif qui te permet un peu de te resituer dans toute l'histoire de Wano qui a été quand même relativement compliquée à suivre, donc c'est normal, si vous galérez avec l'histoire de Wano, la seule chose que je peux vous dire c'est de relire depuis le début de l'arc, voilà. Vraiment, si vous êtes chaud, vous relisez depuis Punk Hazard, ça vous fera pas de mal, mais clairement, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup qui décrochent, et même moi, j'oublie pas mal d'infos, même si j'ai tendance à relire de nombreux chapitres assez souvent. Donc, un récap ne fait absolument pas de mal. Sauf que là, on arrive au moment crucial, en fait, d'où le flashback avait commencé, c'est-à-dire le raid d'Onigashima. Il se trouve qu'il n'y avait que les fourreaux qui étaient disponibles pour ce raid. Tous les pirates, toute l'alliance
il n'y avait plus personne. Pourquoi? Encore un coup de Orochi qui avait toutes les informations nécessaires en fait, à cause du traître, pour empêcher cette rébellion. Son but était de priver les samouraïs de leur allié. Mais les samouraïs, mais Kinemon n'abandonne pas. Il ne souhaite pas abandonner, il a attendu 20 ans, il a fait un saut temporel de 20 ans, tout ça pour finalement ce jour précis, tout ça pour redorer la mémoire des Kozuki et le blason d'Oden. Donc tout ce qu'il avait à faire c'était d'aller jusqu'au bout, quitte à en mourir, tant pis. Il fallait qu'il soit digne de sa patrie. Cependant, le premier véritable soupçon du traître est là. Kinemon se pose une ultime fois la question de comment ça se fait que tous ces éléments, tous ces événements puissent être aussi bien anticipés tout en étant liés au fourreau rouge. Et là, il se rend compte, il le sait, il se rend à l'évidence, il y a bel et bien un traître parmi ce petit groupe. Et nous l'avons, Kanjuro. Kanjuro se révèle être le fameux traître des 9 fourreaux. Kanjuro a donc dédié sa vie entière à juste trahir finalement le clan Kozuki pour lequel il a finalement tant souffert. Il a souffert à cause de ce clan, il a souffert pour ce clan. Ce mec est littéralement incroyable. Et là, la seule chose que je peux vous dire, c'est de remonter à notre théorie, à notre vidéo avec Nina et moi-même sur ma chaîne du 2 octobre 2018 où justement Kanjuro était annoncé comme étant le traître. Le shogun actuel a été aidé par un traître infiltré dans le clan de Shiro. Et ce personnage se nomme Yamada Emozaku. Pourquoi est-il si intéressant? Tout simplement car en étant membre du groupe rebelle chrétien, il travailla comme informateur pour le shogunat Tokugawa, trahissant ses camarades rebelles. Mais surtout, ce personnage est également connu comme peintre. Et étrangement, Oda a justement dessiné un personnage peintre du côté du clan Kozuki. Et son nom est Kanjuro. Il se pourrait donc qu'en réalité, Kanjuro soit un infiltré du shogun Orochi et ait trahi Oden. Plus d'1 an et demi que cette théorie est donc sur YouTube et donc sur la chaîne, mais attention, cela ne vient pas de moi. Ça doit être ma voix, ça doit être sur ma chaîne. De base, c'était une théorie de Nina qu'on a fait en collaboration parce que j'avais apporté certaines choses et tout, mais dans la répartition du texte, on avait un peu tout mélangé. Ben pour le coup, on peut féliciter Nina qui avait clairement trouvé le truc bien avant tout le monde, donc bien joué. J'ai vu certains qui parlaient justement d'une théorie similaire qui était disponible sur Reddit en anglais ou je ne sais quoi bien avant ce temps, donc il y a plus de 2 ans apparemment. Si vous avez un lien, n'hésitez surtout pas à me le donner en commentaire parce que du coup, il y en a beaucoup qui nous disent ça apparemment sans spécialement avoir de source et donc voilà. C'était du coup une surprise de voir Kanjuro être le traître, mais à la fois non, c'était plus une surprise que un plaisir que la théorie soit validée, mais c'est un véritable déchirement au cœur de savoir que les fourreaux ont été trahis par un des leurs. Son nom est donc Kanjuro Kurozomi. Voilà, ce mec qui a subi l'oppression de tout le peuple de Wano, simplement à cause de son nom de famille, alors que lui-même n'avait sans doute rien fait, et il a subi une haine intense, il a nourri même lui-même une haine intense, alors que de base, il a été endoctriné par des mauvaises personnes, et il a été ciblé par des mauvaises personnes, c'est vraiment terrible, c'est finalement comme le cas de Orochi, ce sont 2 personnages horribles que l'on déteste, et c'est normal, mais d'un côté, ils ont une raison de s'être rebellés d'une certaine façon, et c'est ça qui est le plus horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'avais même pas réalisé, mais finalement Yasui a donné sa vie pour absolument rien. Ce mec qui avait tout fait pour que justement les fourreaux rouges soient isolés, soient protégés de toute suspicion de retour par Orochi, bah au final il a protégé le propre traître des fourreaux en même temps. Donc quand il est mort, Yasui il s'est littéralement donné pour absolument rien. Et sachant à quel point Yasui était un bel homme, c'était une représentation du shogun idéal finalement. Et il est mort pour rien. Et ça c'est terrible. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que ça y est, c'est la fin finalement. Nous retrouvons les samouraïs qui, sur leur petite barque sur une mer agitée, qui se font encercler, ou du moins qui font face à des vaisseaux de guerre de Kaido. Kinemon est absolument désemparé, ainsi que tous les autres. C'est terrible. Et le pire dans tout ça, c'est que même la haine qu'il a eue en voulant tuer Kanjuro sur le moment, eh bien elle n'a pas pu être assouvie parce que simplement Kanjuro était un clone. L'autre véritable Kanjuro était encore sur la barque à récupérer Momonosuke pour justement l'amener sur Onigashima à Kaido. Et donc, en plus de ça, Kanjuro, en plus d'avoir aussi bien menti, il dessinait magnifiquement bien, il a reproduit un clone de lui-même qui était parfaitement à l'identique. Ce mec était capable de mourir pour justement son rôle. Il est vraiment, ça a beau être un méchant du coup, un mauvais personnage, il a fait quelque chose d'incroyable, il a une patience incroyable. Heureusement, une petite lumière se dévoile dans toutes ces ténèbres finalement que représente ce chapitre. Un certain bateau fait en bois d'Adam surgit de l'eau.
avec son capitaine. Un sous-marin, assez unique dans son genre, sort également de l'eau, sauvant la petite barque, ainsi que les samouraïs présents dessus. De l'autre côté, un autre navire fait feu sur les navires ennemis de Kaido, tout en faisant diversion. Et là, nous avons l'apparition des plus grandes lumières que ce chapitre ait pu avoir. Law, Luffy et Kid. Ces personnages qui n'ont plus été réunis depuis 2008, il me semble, ou peut-être 2009, je sais pas, ça fait plus de 10 ans que ces personnages n'ont pas été réunis, et qui ressortent là, ils sont présents, ils sont beaux. En mer, c'est les pirates qu'on affronte et non les samouraïs. Le trio infernal, pour le coup, va sans doute faire une ultime alliance pour vaincre Kaido, pour redorer le blason des samouraïs et pour justement en finir avec toute l'oppression qui s'ensuit sur Wano Kuni. Chacun a quelque chose à voir avec Kaido et chacun veut sa peau. Donc là on assiste à une des scènes qui sera sans doute les plus marquantes de tout One Piece et qui fait lieu de sans doute la plus grande alliance de pirates que nous allons avoir. L'équipage de Kid, l'équipage de Law ainsi que l'équipage de Luffy ensemble pour justement vaincre un empereur. Et le chapitre se clôt là-dessus. Et bien que du début jusqu'à quasiment la fin ce chapitre était triste et profondément marquant, et bien comme quoi, Luffy peut apporter tout le bonheur du monde. C'est fou qu'un personnage de manga puisse faire une telle chose. Donc voilà, nous y sommes, c'est la fin du chapitre, c'est la fin de cette vidéo, et justement je vous prépare donc du coup une vidéo pour l'occasion qui sera bien différente et bien plus profonde et bien plus détaillée, parce que là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de tout ça, il faut qu'on parle d'absolument toutes les conséquences que ça peut avoir dans la suite de l'œuvre, dans la suite du manga. La suite s'annonce être incroyable, énormissime, et j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler, mais clairement avec vous d'une façon posée et très propre surtout. Donc les bros, on se dit dans quelques dizaines d'heures pour la review, tous ensemble, bien détaillée de ce chapitre 974 d'anthologie. J'espère que vous l'aurez aimé en tout cas. En attendant, profitez bien, faites attention à vous et à vos proches. Peace les bros.